Bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de Bien connu des services de police, le podcast qui revient sur le meilleur du polar au cinéma. Cette semaine, la brigade cinéphile reçoit un maton sévère mais juste, un surveillant pénitentiaire toujours prêt à dégainer sa matraque critique avec rigueur et humour. J'espère que je vais pas m'en prendre plein la gueule, pour reprendre le titre d'un film de prison de Robert Aldrich, cinéaste qui nous est cher tout particulièrement à tous les deux je crois, en la personne de Lionel Roudoudou. Comment ça va Lionel ? Eh ben écoute, monsieur Raphaël, bonjour, merci beaucoup. Ça va très 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 bien parce que je suis particulièrement heureux de participer à ton émission. Je te l'ai dit en off et quitte à te faire rougir, je vais le dire en on. Ton podcast est l'un de mes préférés, tout simplement, toujours confondu. Je le suis avec grand plaisir et très honnêtement, vraiment et en toute humilité, c'est un grand plaisir et oserais-je dire un honneur de faire partie de ta longue liste d'intervenants. Donc je vais essayer d'être à la hauteur et vu ton dernier invité, ça va pas être facile, mais on y croit. Challenge relevé. Non, mais sache que c'est moi qui rougis après toutes ces éloges, on va dire. Je ne mérite pas tout ça. C'est vraiment un honneur que de se faire label avec toi, j'ai envie de dire, de faire le trou avec toi. Et je le rappelle à nos auditeurs que tu es entre autres podcasteur, notamment autour de sujets autour de la boxe ou du MMA, en expert que tu es de ces deux disciplines, mais aussi de romans noirs, de littérature de manière générale, et de cinéma évidemment, tes premières passions on pourrait dire. Et ainsi, nous pouvons te retrouver et t'écouter entre autres dans l'excellent podcast Uppercut, qui porte bien son nom pour le coup, où au-delà des sports de contact, tu es revenu pêle-mêle sur Bloodsport par exemple, Warrior de Gavin O'Connor ou encore Ali, réalisé par Michael Mann. C'est rigolo que tu cites Michael Mann parce que j'ai l'impression que dans chacun de tes épisodes, et celui-ci ne va pas faire, ne va pas déroger à la règle, Michael Mann est présent, comme si c'était un peu la figure, c'était le patron un peu de ton podcast et j'ai envie de dire du polar en général quand on en parle. Donc c'est rigolo, tu vois? Même quand on parle pas de polar, même quand on parle de films de boxe, de totalement autre chose, Michael Mann est encore présent, comme quoi. Tu es le premier à m'avoir démasqué. Vraiment, c'est-à-dire oui, c'est un peu le but de l'émission, c'est-à-dire que d'évoquer certains noms sans les évoquer, et entre autres Michael Mann, qui est une figure, je pense, centrale du polar, qu'on le veuille ou non. Je sais que tu as certaines réticences sur certains de ses films, mais en tout cas, oui, c'est un peu le but, et surtout d'évoquer Michael Mann via des films peut-être un peu moins connus dans son œuvre et dans sa filmographie, et ce sera le cas évidemment, je pense, ici, via le sujet du jour. En tout cas, c'est vrai qu'on va évoquer des films de prison, et vu tes domaines de connaissances, on a presque pu parler du Fandard est très sympa. Un seul deviendra invincible de Walter Hill, qui est à la fois un film de prison et un film de boxe, avec Wesley Snipes, Ving Rhames et Peter Falk. Ouais, absolument. Alors moi, je sais que c'est un film qui a pas forcément bonne presse. Beaucoup le considèrent comme un Walter Hill fort mineur, mais moi je l'aime bien. Vraiment, je l'aime bien. C'est pas un grand film, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un film pour lequel j'ai beaucoup d'affection parce qu'on sent qu'il est fait par quelqu'un qui aime la boxe. Voilà, le film il est stylé, mais il est bourré de petits détails, d'anecdotes, réelles qui sont tirées, de l'histoire de la boxe. C'est pas imprimé, c'est pas jeté à la gueule du spectateur, mais c'est présent. Et pour un fan de boxe, c'est vraiment appréciable. Et je trouve que il a trouvé vraiment une bonne façon, à sa manière, de traiter de la boxe. Traiter de la boxe au cinéma, c'est très compliqué, comme tout sport. Et quand tu aimes un peu ça, tu es d'autant plus critique et souvent tu vois que la fausseté, les défauts. Et lui, je trouve qu'il a trouvé la bonne distance. À la fois sa manière un peu comic book, avec un peu du recul, et en même temps le côté un peu badass, comme tout pour moi vraiment comme je considère comme un des meilleurs Walter Hill, tu vois? Et ça lui permet de traiter, Ving Rhames dans le film, c'est une sorte de proto Tyson. Ça raconte un peu l'histoire de Tyson, mais sans vraiment le raconter, donc ça lui permet, d'en parler, mais sans être trop pesant, et c'est pour moi, en fait, ce qui fait, on va en parler après, et tout le long de cet épisode, mais un bon film de genre. Voilà, un bon film de genre. Et effectivement, on aurait très bien pu en parler. Voilà, et je suis content que tu le cites parce que si jamais ça peut donner l'envie à des gens d'aller y jeter un coup d'œil, qu'ils hésitent pas.
C'est ça, c'est un petit clin d'œil à travers ce film à la carrière de Walter Hill qu'il mérite, et c'est presque une réinterprétation moderne du Bagarreur, son premier film avec entre autres Charles Bronson et James Coburn. Donc voilà, je voulais juste le citer comme ça, et je savais que ça aurait pu te faire plaisir en tant qu'amateur de boxe, et ça fait vraiment le chaînon manquant entre le film de boxe et le film de prison. Alors avant d'attaquer un nouveau dossier, hein, c'est la tradition en chaque début d'émission, on va établir comme ça ta photo signalétique en deux questions très brèves. La première, quelle est ta définition d'un bon polar? Alors écoute, c'est une question qui me met au supplice parce que je suis, abasourdi à chaque fois quand j'entends tes invités qui parviennent, mais vraiment en quelques mots, à établir une synthèse brillante de ce qu'est un bon polar. Et moi, je t'avoue que j'aurais beaucoup de mal à être aussi pertinent qu'eux parce que tu vois, ça paraît clair dans ma tête, mais en fait, c'est vrai quand tu me poses la question est à la fois évidente et extrêmement compliquée. Alors je vais me permettre de faire un pas de côté et de te dire, je sais pas vraiment ce qui fait un bon polar, mais ce que moi j'aime dans le polar, voilà. Donc je réponds à la question sans vraiment y répondre et en réfléchissant à ta question, je me suis dit que ce que j'aime dans le polar/thriller, parce que ce sont 2 genres, ce sont des faux jumeaux, hein, ce sont des cousins quasi incestueux, c'est le fait que ce soit c'est le fait que ce soit un genre. Voilà. Et un genre à l'opposé de ce qu'on peut appeler l'art vénérable, tu vois, la culture dominante, l'art bourgeois. Et moi, c'est ça que j'aime. J'aime un peu quand l'art est un peu en réaction, un peu dans la marge, tu vois. Et le polar, à la base en littérature, puis ensuite au cinéma, à la base, c'était un art, c'était, pour reprendre l'expression le titre d'une célèbre émission de radio, c'était un mauvais genre. Et c'est ça que j'aime. Et souvent, les mauvais genres ou les genres qui sont un peu méprisés par l'intelligentsia, en tout cas à la base, parce qu'après c'est forcément récupéré au bout d'un moment, mais je trouve que c'est souvent dans ces marges que se fait l'art et la création, que se font l'art et la création la plus intéressante, la plus pertinente, celle qui te remue, j'ai envie de te dire, tu vois? Et pour moi, j'aime un bon polar comme j'aime un film d'horreur, qui sont mes 2 genres préférés, parce que ce sont des genres en apparence très codifiés, mais au sein desquels tu peux dire et faire à peu près n'importe quoi, si tu le fais avec sincérité. Et donc moi, j'ai envie de te pour répondre à ta question de manière plus précise, qu'est-ce qui fait un bon polar? Qu'est-ce que j'aime dans un polar? C'est un polar qui, à la fois, offre un cadre avec ses règles, presque ses clichés, j'ai envie de te dire, tu vois? Ses figures imposées. Mais une fois à l'intérieur de ce cadre, le réalisateur, la réalisatrice, l'auteur nous donne quelque chose d'inédit ou en tout cas quelque chose qui va nous remuer, qui va nous faire poser question, voilà et qui dans l'idéal, ne nous laissera pas forcément, identiques quand on y est entré et quand on en est sorti, voilà et pour moi c'est ça, alors ça marche avec tous les genres, mais je trouve qu'avec le polar, c'est d'autant plus identifiable parce que, ça permet le genre permet des expérimentations qu'un film entre guillemets «normal» ne permettrait pas forcément. Et enfin, la seconde, bien plus piège qu'elle en a l'air, quel est ton polar de cinéma préféré cette fois-ci? Alors là, pareil, à chaque fois que tu poses cette question à tes invités, je me dis: «Mais comment font-ils pour n'en choisir qu'un? C'est inhumain», et en fait, il y a un titre qui s'est, tout de suite détaché quand j'y ai pensé et là, je t'avoue ma petite déception parce que tous tes invités, aucun n'en a jamais parlé, jusqu'au dernier en date, forcément Jean-Baptiste Toré qui m'a devancé là-dessus, mais l'honnêteté m'oblige malgré tout à faire une redite, c'est pas grave. Moi, c'est French Connection. C'est French Connection qui, de manière, cohérente, j'ai envie de te dire, remplit tous les critères, dont je viens de te parler, tu vois? C'est-à-dire à la base, c'est un polar, tout ce qu'il y a de plus classique, voire cliché, des flics qui poursuivent un trafiquant de drogue pour l'arrêter. Il y a pas plus, mais basique comme histoire et au milieu de ce cadre, Friedkin te livre quelque chose d'incroyable, de totalement inédit, de quasi expérimental, en jouant sur le montage, sur la réalisation, sur le côté documentaire, sur la musique dissonante, avec un cast 12 étoiles hallucinant, avec une fin qui est l'une des fins les plus incroyables de l'histoire du polar, voire du cinéma. Et
partant d'un postulat, mais vraiment d'intrigue de série télé, ça se termine sur un vertige existentiel, qui en fait, moi, c'est non seulement mon polar, mais même l'un de mes films préférés, tout court, quoi, tu vois? Et pour l'avoir revu il y a pas très longtemps, je suis toujours ébahi de sa modernité. Mais c'est et j'ose à peine imaginer ce qu'ont pu ressentir des gens qui l'ont vu à l'époque. Mais vraiment quoi, ça a dû être un choc, incroyable. Et si tu veux, juste pour terminer, je vais pas faire comme Touré, je vais pas citer plusieurs titres, mais je vais quand même me permettre d'en citer 2 parce que c'est un peu la même chose. Tu as aussi le To Live and Die in LA du même Friedkin, qui part du même postulat, tu vois? C'est-à-dire une intrigue hyper basique. Et ce qui est rigolo, c'est que les 2, et French Connection et To Live and Die, sont tous les 2 tirés de livres qui sont au mieux moyens, voire médiocres pour le French Connection. Et Friedkin arrive vraiment à l'investir et à faire quelque chose de jamais vu. Voilà, en partant d'un matériau, tu imagines le même film, filmé par, réalisé par quelqu'un d'autre, ça donnerait quelque chose de banal et lui arrive à le transcender. Ou sinon il y a, bah, le Miami Vice de Mann, c'est exactement la même chose. Lui adapte une série télé, quelque chose de très codifié, et au milieu de ça, il t'en fait un film, bah, lui aussi quasi expérimental, contemplatif, mélancolique, qui à la fois est le polar le plus polar qu'on connaisse et à la fois quelque chose qui ne ressemble à aucun autre polar qu'on a vu avant ni depuis. Voilà, mais je reste sur mon French Connection. Dans ce nouveau dossier, on se retrouve derrière les barreaux, incarcéré dans la prison d'État de Saint-Quentin en Californie, réputée comme étant l'une des plus dures de tous les États-Unis, avec un drame carcéral au casting littéralement monstrueux, où s'entassent Willem Dafoe, Edward Furlong, Mark Boone Jr., Mickey Rourke, Seymour Cassel ou encore Tom Arnold. Donc deuxième film en tant que réalisateur de Steve Buscemi, donc Animal Factory, qu'il réalisa en 2000, et adaptation cinématographique de La Bête contre les murs de l'ancien taulard Edward Bunker. Alors avec ce film, il faut le dire, on s'éloigne quelque peu du genre policier tel qu'on a pu le faire, vraiment pur et dur, mais je tenais à évoquer depuis longtemps un film de prison, et plus globalement ce sous-genre, ce genre cousin qui est le film de prison. On reste quand même, voilà, parmi les voyous, les assassins, etc., et dans un système judiciaire autre. D'ailleurs, dans la même veine, je pense qu'on fera un jour un film de procès, par exemple. C'est vraiment un type de film que j'adore, personnellement. Et pour explorer encore un autre monde criminel, j'ai envie de dire. Et c'est vrai qu'avec Lionel, on a cherché quel film de prison que l'on pourrait évoquer dans ce cadre-là. Et Animal Factory de Steve Buscemi nous est apparu assez facilement comme une évidence, j'ai envie de dire. Déjà parce qu'il respecte tous les codes et les tropes du genre, comme tu l'as très très bien évoqué, tout en s'en éloignant assez habilement, je trouve, pour un résultat final qui ressemble vraiment à ses auteurs, à la fois à Steve Buscemi et à la fois à Edward Bunker, j'ai envie de dire, pour évoquer justement le parcours et l'œuvre unique de ce dernier, qui permettra aussi d'évoquer dans l'émission, pour le coup, d'autres polars et même des films d'action, parce que c'est un film aussi peu connu et peu cité, alors qu'il le mérite vraiment, il mérite vraiment le coup d'œil. C'est vraiment le but de ce podcast que de faire découvrir ou redécouvrir des œuvres quelque peu oubliées ou marginalisées, j'ai envie de dire, et tout simplement, Lionel, parce que c'est un film, je crois, qu'on aime tous les deux. Oui, voilà, tout simplement. J'ai envie de te dire même qu'il y aurait, ce serait la meilleure, la meilleure raison. Mais effectivement, on est tombé assez rapidement d'accord sur ce film parce que je trouve, comme toi, c'est un film à la fois atypique et attachant et inexplicablement méconnu. Voilà, c'est vrai que toi comme moi, on ne comprend pas pourquoi on n'en parle pas plus. Donc si jamais, bah, grâce à ton épisode, des gens peuvent le découvrir ou lui donner une deuxième chance, ce sera génial, vraiment. Moi, j'avoue que en préparant cette émission, j'ai évoqué un peu le sujet à des amis cinéphiles. Très peu de gens connaissaient ce film, très peu de gens savaient que Steve Buscemi était réalisateur, alors qu'il a quand même fait, je crois, 5-6 films au total. Il a aussi réalisé des épisodes pour la série Oz, par exemple, ou bien évidemment, moi je suis un fan ultime pour Les Sopranos, notamment l'épisode
peut-être le plus connu, le plus cohédien, j'ai envie de dire, qui est Pete Barnes dans la saison 3, un l'enfer blanc où Polly et Christopher sont paumés dans la forêt, dans la neige, après avoir raté un assassinat d'un Tchétchène. Donc ça, c'est Steve Buscemi, et c'est vrai que les gens ne connaissent pas ce film. Moi, de mémoire, je crois que j'ai découvert ce film, on l'a évoqué un peu entre nous, à travers les promotions Cdiscount à l'époque, où il y avait pas mal de DVD, voilà, pêle-mêle, je sais pas, Anatomie de l'enfer de Catherine Breillat, Swimming with Sharks, qu'on a évoqué aussi dernièrement tous les deux sur Twitter, et Animal Factory faisait comme ça partie de ces promos de films, des petits films à 1 euro, 2 euros, donc tu les prenais, tu les découvrais, et c'est vrai que c'est un film moi, qui m'a marqué. Je ne l'ai pas vu un nombre incalculable de fois, mais quand on a évoqué ce genre du film de prison, c'est peut-être le premier qui m'est venu en tête. Et justement, toi, tu l'as découvert comment? Tu l'as vu en salle à l'époque, Animal Factory, en 2000? Ouais, absolument. Ouais, ouais, je l'ai vu en salle parce que moi je connaissais déjà, j'avais lu le bouquin de Bunker, j'avais lu, ben, les 3 livres de sa trilogie, de La Bête, dont Animal Factory, c'est le 2e livre de la trilogie. Donc moi, étant fan de littérature, fan de romans noirs, et je suis toujours très curieux quand un film est adapté, au cinéma comme ça, mais j'y étais allé, si tu veux, de manière, sans en attendre grand-chose, vraiment, quoi, et j'avais été vraiment surpris, mais vraiment surpris. Mais si tu veux, à l'époque, alors bon, ça remonte, hein, maintenant, mais de lointaine mémoire, il était resté très peu de temps à l'affiche. Tu vois, j'y étais allé, quasiment le jour de sa sortie ou le lendemain, mais il avait disparu très vite et malgré des critiques plutôt positives, ensuite il est tombé dans l'oubli. Mais vraiment dans l'oubli pur et simple. Parce que pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, je n'entends jamais personne parler de ce film. Ce film n'existe pas, il n'a pas d'existence, quoi. Et je ne comprends pas, je comprends pas. J'espère qu'on va lui rendre justice. Et d'autant plus, j'ai l'impression qu'il est quand même assez mal vendu quand on voit cette affiche de Animal Factory. C'est vrai, elle est très trompeuse, hein. C'est-à-dire qu'on voit Steve Buscemi dessus, on a l'impression, en plus, il a le look de Reservoir Dogs, donc quelques années avant, en 93. C'est-à-dire que la petite barbichette, il a une sorte de costume, mais on ne sait pas trop s'il est parmi les détenus. On voit Mickey Rourke qui est en mode Mickey Rourke, mais alors que dans le film, il joue voilà, Jane the Actress, qui est l'un des plus beaux personnages du film, qui est quand même un travesti, voilà, un travesti ou transgenre, genre c'est jamais trop dit dans le film, enfin il y a des sous-entendus, mais en tout cas il est normal quoi, Mickey Rourke, et c'est vrai qu'il a très vite disparu, mais revenons à l'essentiel déjà. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de l'intrigue, Lionel? Ça parle de quoi, Animal Factory de Steve Buscemi? Ben, Animal Factory, c'est, bah, la vie dans une prison, voilà, le quotidien d'une prison et qui s'attache notamment, à une bande menée par Willem Dafoe et l'intrigue, mais j'ai envie de te dire qu'il y a plus un fil conducteur que vraiment une intrigue, c'est l'arrivée au sein de ce quotidien, de d'un jeune joué par Edward Furlong qui est enfermé pour trafic de drogue et on va voir un peu, ben, comment il va se débrouiller, parce qu'il est vraiment jeté dans la fosse aux lions. Il va se lier d'amitié avec Willem Dafoe et on va suivre un petit peu son quotidien. Mais en fait, il n'y a pas vraiment d'intrigue, si tu veux. Et tu vois, je rattache à ce que tu disais avant. Cette affiche, c'est vrai qu'elle est assez consternante, mais c'est comme si les gens n'avaient pas su quoi faire avec ce film, en fait, tu vois. Ils n'avaient pas su comment le vendre. Parce que de fait, il n'y a pas vraiment d'histoire forte, il n'y a pas vraiment à part Willem Dafoe peut-être et Edward Furlong, de lead qui se détache. Donc c'est un film de prison, comme tu l'as bien présenté, on va en parler, qui est à la fois très classique et en même temps pas du tout. C'est un film qui est le derrière entre plusieurs chaises et pour moi, c'est ce qui fait sa force, mais c'est comme si ça avait, un peu découragé les gens, tu vois? Ça les avait un peu décompensés, en tout cas. Mais c'est vrai que de prime abord, surtout à cette époque-là, où Steve Buscemi est quand même très marqué par un cinéma, on pourrait dire indépendant, new-yorkais, voilà, issu de la bande à Jarmusch, des frères Cohen, etc. On n'imagine pas comme ça de prime abord être dans un film vraiment de genre, très archétypal, j'ai envie de dire. C'est-à-dire quand on pense aux films de prison, on a des tropes et des codes qui nous viennent tout de suite en tête. Par exemple, si je l'ai revu pour l'émission Haute Sécurité que j'aime beaucoup de John Flynn avec Sylvester Stallone, qui est vraiment, je pense, un prototype même du film de prison, où tu as
le coup classique, un directeur extrêmement sadique joué par Donald Sutherland par exemple, un chef gardien joué par John Amos dans le film par exemple, qui est vraiment très très dur, mais au final tu comprends qu'il est quand même assez juste, assez humaniste. T'as toujours la figure effectivement du rookie entre guillemets, du jeune qui débarque dans cet univers, qui comprend pas les rouages, qui comprend pas les codes, un vieux de la vieille un peu institutionnalisé, pour reprendre voilà, le nom dans Les Évadés de Frank Darabont, adapté de Stephen King, qui c'est son monde à lui, quoi, la prison. Il connaît rien d'autre que ça. Il y a évidemment le roi de la prison, comment dirais-je, oui, le roi des détenus, voilà, qui tient d'une main de fer finalement la cour de la prison. En l'occurrence ici c'est William Dafoe, mais c'est vrai que ce film au final de prime abord, en fait, quand tu imagines ce cinéma-là, on va dire indépendant, new-yorkais, etc., tu dis pourquoi. Et au final, en fait, on a un peu la réponse dans le film. C'est assez cohérent tout ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un film qui prend du recul sur tout ça, qui prend vraiment un côté très brut, très naturaliste, j'ai envie de dire, qui va pas dans les effets, qui va jamais dans le sordide ou dans le voyeurisme. C'est-à-dire, on sait très bien que dans ce type de récit, le jeune héros, par exemple, risque de se faire violer, par exemple, par des psychopathes. Ces rapports, évidemment, de force, de violence qu'on a dans le film. Il y a des séquences où des détenus se font planter voilà, sous les douches. Enfin, mais c'est vrai que chez Steve Buscemi, dans sa mise en scène, il y a un côté très, oui, effectivement, très ancré, mais qui a vraiment du recul sur les choses. Et c'est là on retombe sur nos pattes. Et pour l'émission, moi j'ai découvert du coup son tout premier film, Trilogy, qui est une sorte de Barfly, un peu de Barbet Schroeder, voilà, Charles Bukowski, c'est-à-dire on suit Steve Buscemi qui est au chômage, qui sait pas trop quoi faire de sa vie, qui erre comme ça dans un bar, qui sombre progressivement dans l'alcoolisme, qui fait des rencontres, qui fait des erreurs et compagnie. C'est vrai que finalement, quand on voit non seulement les différents collaborateurs de Steve Buscemi, mais on va les évoquer, je pense, un peu après, que ce soit par exemple Phil Parmet à la photographie ou bien John Lurie, tu connais mieux que moi, à la musique, non seulement il y a une filiation, mais au niveau thématique, que ce soit un bar finalement ou une prison, c'est le même procédé d'enfermement de gars qui savent pas quoi faire de leur vie, à l'occurrence Steve Buscemi dans Trilogy, et ici Edward Furlong. Quelque part, j'ai envie de dire aussi le personnage de William Dafoe, qui est aussi quelque part au, euh, à la confluence en fait de divers chemins à travers sa rencontre avec Edward Furlong qui est très ambigu. Donc voilà, c'est une forme comme ça d'enfermement de gens qui ne savent pas quoi faire, et j'ai presque envie de dire que on peut spoiler. Voilà, si on vous recommande vivement de voir le film Animal Factory avant d'écouter cette émission, mais le film finalement de prison se termine mieux que le film de bar entre guillemets, qui est assez soft aussi, qui est pas dans le glauque ou le sordide, encore une fois. C'est-à-dire qu'au moins il y a un échappatoire, il y a une évasion qui est possible pour Edward Furlong, un accomplissement total quelque part pour le personnage de Hal Copen joué par William Dafoe, ce qui n'est pas le cas en fait dans son premier film Trilogy, où finalement on saisit sans trop le dire que le personnage de Steve Buscemi, qui essaye de s'en sortir tout du long comme il peut, va basculer progressivement dans l'alcoolisme et devenir un pilier, c'est le cas de le dire, un pilier de ce bar. Ouais, mais je trouve ça très intéressant en parallèle avec son premier film, quand tu le compares à Barfly parce que, de la même manière que son film est une sorte de version un peu plus soft de Barfly, on là, tu peux voir la différence aussi entre le film Animal Factory et le livre Animal Factory et tout simplement, ça tient, je pense, dans la personnalité de Buscemi lui-même. C'est-à-dire, Bukowski était quelqu'un de très dur, très je suis un gros fan, de Bukowski, c'est l'un des rares écrivains dont j'ai tous les livres. C'était quelqu'un de très cynique, de très qui n'avait aucune, qui ne se faisait aucune illusion sur la nature humaine, voilà, si on veut le dire, rapidement. Alors que Buscemi, je pense qu'en lui, s'il ressemble à ses films,
en tant que réalisateur en tout cas, tu sens en lui une bienveillance et une confiance ou du moins un espoir en la nature humaine, tu vois? Que n'avait pas Bukowski et que n'a pas Bunker non plus. Tu lis le bouquin Animal Factory, c'est pas rigolo, tu vois? C'est rugueux, c'est je dis pas qu'il y a pas d'espoir, mais ça rigole pas. Vraiment, ça rigole pas, c'est sec, c'est réaliste, c'est terre à terre et Buscemi, en fait, effectivement, comme tu l'as très bien dit, c'est très surprenant de le voir adapter un tel matériau, mais en fait, il y insuffle sa sensibilité, il y insuffle sa bienveillance, il y insuffle une sorte de douceur qui n'est pas non seulement qui n'est pas dans le livre de base, mais qui n'est dans, comme tu l'as dit, aucun autre film de prison. Et c'est ce qui en fait, sa singularité. C'est pour ça que le film est unique. C'est une dichotomie qui, normalement, sur le papier, ne devrait pas marcher et qui, miraculeusement, fonctionne, tu vois? Moi, je trouve que c'est un film un peu en deçà, tu vois? Tu parlais du cinéma indépendant, auquel, appartient Buscemi, c'est de là qu'il vient, hein. Le film est sorti en 2000, mais c'est un film qui appartient encore aux années 90, tu vois? Il y avait un de tes invités dans une de tes émissions qui parlait, qui citait, bah, Le Solitaire de Michael Mann. On recite Michael Mann, film qui a été réalisé en 81, mais il dit: «C'est un film des années 70», tu vois? Qui est en retard sur son temps. Et Animal Factory, c'est un peu le cas. Et de fait, il a cette sensibilité du ciné indé des années 90 qui, moi, me fait penser, je compare souvent les films à la musique, ça me fait penser aussi au rock un peu lo-fi de l'époque, tu vois? C'est des films qui sont c'était une musique et c'est un film qui est un peu en creux. En creux, voilà, ça montre les moments en creux de la vie et comme tu dis, il évite, il n'est pas naïf parce que la violence, elle est là, la menace est là, il y a le danger est là, mais ça tombe jamais dans le crapoteux, ça tombe jamais dans le complaisant, ça tombe jamais dans le gratuit et de fait, pour quelqu'un qui s'attendrait à voir un film, tu sais, un film de prison, comme tu peux l'imaginer avec, comme tu l'as dit, viol sous les douches, bataille rangée au milieu de la cour, bah, il pourra même être déçu quelque part. Mais encore une fois, je crois que tu es d'accord avec moi, c'est vraiment pour moi ce qui fait le prix de ce film. Voilà, c'est un film, dont j'ai envie de dire la modestie, le rend précieux. Totalement, je suis complètement d'accord avec toi et c'est ce qui permet aussi au film de bien vieillir. Alors, il faut qu'on l'évoque quand même, tu l'as un peu effleuré, il faut qu'on évoque quand même Edward Bunker au final, qui est quand même la pierre angulaire quand même de ce film-là. Edward Bunker, donc, qui ici est adapté donc, via son livre La bête contre les murs, donc Animal Factory en anglais. D'ailleurs, c'est plutôt intéressant, d'ailleurs, je trouve, ce titre en anglais, Animal Factory, si on le traduit. C'est-à-dire, est-ce que c'est une usine pour animaux, entre guillemets, ou une usine à animaux? C'est-à-dire, est-ce que c'est une fabrique de gens qui sont déjà comme ça à la base, c'est-à-dire qui viennent en prison avec toute leur inhumanité, entre guillemets, ou est-ce que c'est justement cette prison qui les fait devenir inhumains? Est-ce que c'est le système qui les rend comme ils sont, finalement? Et je trouve, d'ailleurs, au début du film, il y a un très beau plan avant d'évoquer Bunker qui est très très révélateur de ça, où le titre apparaît, où on voit du coup cette prison. Ils n'ont pas tourné du coup à Saint-Quentin, hein, ils ont tourné dans une prison proche de Philadelphie, qui est tu sens très ancienne, qui a un côté très baroque, etc. Un peu comme dans Les Évadés, justement, tiens, de Franck Darabont, encore une fois. Il y a une sorte de deux ailes, en fait, au début, qui forment une sorte de V, et on voit tous les détenus qui sortent à leur pause de la journée dans la cour, qui sortent en fait au milieu de ce V. Et t'as presque l'impression, si tu fantasmes un petit peu, que c'est presque une femme qui accouche, enfin deux jambes comme ça, tu vois, une femme qui accouche, qui pond entre guillemets ces détenus-là, tu vois, ces prisonniers-là, une fabrique, encore une fois, une animal factory, tout découle de ça, j'ai l'impression, et ce plan est très évocateur, mais encore une fois, sans être poseur ou sans surligner le propos. Voilà, c'est posé d'emblée. Même le premier plan du film, on est sur Edward Furlong qui est filmé derrière des grillages. Voilà, on est déjà enfermé dès le premier plan du film. Et ce qui est dingue, c'est que le film a aucune respiration. On est vraiment dans cette prison, mis à part des fois des transferts dans d'autres prisons ou quand ils rencontrent des magistrats pour revenir sur leur cas judiciaire. On est tout le temps, tout le temps, tout le temps dans cette prison. Et pour le coup, ça fonctionne très bien. Bref, tout ça pour dire que donc c'est adapté de Edward Bunker, qui est aussi scénariste pour le coup sur le film aux côtés de John Stapling, qui avait écrit Payment Cash
un petit polar que j'aime bien d'ailleurs avec Roy Scheider de John Frankenheimer qui est assez sympa d'ailleurs. C'est son plus grand fait de gloire avec ce film-là. Et c'est souvent le cas, hein, Edward Bunker aussi fait une apparition dans le film, dans un petit rôle, le rôle de Buzzard, qui justement à un moment donné donne une arme, donne un couteau pour planter Tom Arnold à Edward Furlong. Donc c'est assez drôle. Donc est-ce que tu pourrais nous évoquer comme ça tout ce parcours finalement de Edward Bunker, qui est un parcours quand même qui est complètement dingue et qui de prime abord, je veux juste le placer, me fait penser à celui de José Giovanni par exemple chez nous en France. Ah ouais, absolument. Bah, il a une vie, dire qu'elle est romanesque, c'est encore en dessous de la vérité, mais en gros, parce que il a une vie, il a vécu plusieurs vies en une seule, mais c'est quelqu'un qui a été brisé par le divorce de ses parents fort jeunes et ce qui a fait, selon son propre aveu, parce qu'il en parle souvent, que ce soit dans ses livres ou en interview, a exacerbé un caractère qui était déjà, compliqué à la base et dès son plus jeune âge, il a été ballotté de famille d'accueil en famille d'accueil. Très rapidement, il est tombé dans la petite délinquance, donc il est parti en maison de redressement, puis ensuite dans la plus grande délinquance, jusqu'à se retrouver très, très jeune dans les prisons, dans les pires prisons des États-Unis. Il était à Saint-Quentin, mais je crois que c'était je me demande si c'était pas le détenu le plus jeune qui est jamais entré à Il est Saint-Quentin. rentré à 17 ans. À 17 ans, ce qui est mais c'est ahurissant. Il a passé, au sens propre du terme, des décennies en prison et quelque part, c'est presque un miracle qu'il s'en soit sorti parce que lui-même dit qu'il aurait dû devenir une statistique. Il parle souvent de son il avait un caractère sinon suicidaire, mais en tout cas, quasi nihiliste et lui se voyait terminer, soit mort lors d'une bagarre en prison, soit, bah, finir ses jours derrière les barreaux en tant que vieillard et il a été, sauvé par plusieurs rencontres, et par son amour de la littérature qui a fini par essaimer et qui lui a donné alors ce qui a été le déclic, il en parle souvent, c'est que, il avait été lors d'une de ses peines, comme il n'y avait pas de place dans la prison, il y avait déjà la surpopulation à l'époque, et on parle des années 60. Il avait été placé dans l'aile des condamnés à mort et il a réussi et du coup, il a connu, un condamné qui a fini d'ailleurs par être exécuté, qui avait écrit un livre, sur la peine de mort, sur ce qui lui était arrivé et ça a agi comme un révélateur sur Bunker. Ça a été une épiphanie parce que pour lui, la littérature, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la littérature, c'était réservé aux hautes instances, aux intellectuels. Quelqu'un comme lui n'y avait pas droit, même s'il adorait lire, il savait pas du tout écrire et il pensait que écrire des livres, c'était réservé aux poètes avec une plume d'oie dans leur bureau. Et le fait de voir ce gars avoir été édité, ça a été une révélation. Et il s'est mis en tête d'écrire. Il a commencé à écrire comme un acharné. Il a dit qu'il a écrit plusieurs bouquins qui étaient tellement mauvais qu'il ne les a fait lire à personne. L'acharnement, c'est le plus important quand tu fais quelque chose dans la vie. Dans sa vie, c'était le plus important en tout cas. Il dit c'est plus important que la chance, plus important que les rencontres, plus important que le talent même, c'est l'acharnement. L'acharnement, continuer même si tout est contre toi et jusqu'à finir par sortir son premier livre puis son deuxième. Il est sorti de prison entre-temps et ça lui a permis d'entamer une deuxième vie, puisque rapidement ses livres ont été, non seulement ont eu du succès, ont été remarqués. Tu as de grands écrivains, il a reçu de bonnes critiques qui ont fait les préfaces de ses livres et rapidement son premier livre a été acheté pour être adapté au cinéma. Donc lui est devenu consultant sur les films, parfois acteur comme tu l'as dit et en fait ça lui a sauvé la vie en fait, tout simplement quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est quand tu le vois en interview, déjà Bunker, tu l'as un peu sous-entendu, c'est une gueule incroyable, mais incroyable quoi. Tu vois sa vie sur son visage parcheminé, ses longs cheveux, tu sens une vie, tu sens un vécu, une dureté, derrière lui et heu et il est toujours resté, il a jamais été récupéré par le système, pour le coup. Voilà, ça c'est dans toutes ses interviews, tu vois, il est resté tel qu'en lui-même et il disait que ça lui permettait, au-delà de l'argent facile,
la vie criminelle, ça avait été aussi une façon, de booster son adrénaline. Il est ensuite faire des livres, travailler dans le cinéma, entretenait cette adrénaline, tu vois? Quelque part, moi, ce que j'aime bien, c'est que même si à la fin, c'était un vieux monsieur, il est mort, il avait 70, 71 ans, tu le vois dans les films, notamment dans Animal Factory, ça se voit qu'il était fatigué, il était abîmé. Tu sens qu'il y avait une vie d'excès, de violence derrière lui, mais tu sentais malgré tout toujours cette dureté et cette implacabilité en lui, tu vois? Tu sens que c'était un type, il rigolait pas, il était fidèle à certains de ses principes et d'ailleurs on en reparlera après, tellement fidèle que, heu, il avait pas de langue de bois et Animal Factory, il avait quelques réserves. Voilà, on en parlera plus tard, mais tu vois, j'ai l'impression que jusqu'à la fin de sa vie, il s'est jamais compromis et il est jamais devenu complaisant. Tu sens, ne serait-ce que dans sa corporalité, effectivement, dans sa gueule, dans son visage, quelqu'un qui a vécu, en fait, voilà, qui a vécu des choses très dures. Mais quand tu vois son regard dans les différentes photographies qu'on peut trouver sur Internet en faisant des recherches, effectivement, dans les différents rôles qu'il a pu incarner, voilà, pêle-mêle, on peut dire Reservoir Dogs, avec lequel il a rencontré justement Steve Buscemi, justement pour le film de Quentin Tarantino. Hein, donc Mr. Blue, c'était lui, hein, celui qu'on voit le moins dans le film, mais quand même il est bien présent. Quand tu le vois comme ça, c'est vrai qu'il y a une humanité dans son regard et je trouve, moi, qu'il a une mélancolie, une vraie, même un côté enfantin dans son regard. Et on sent que ce que j'aime, c'est qu'on sent que c'est une personnalité qui assume. C'est comme Mickey Rourke, justement, qui est dans le film aussi, ou comme Sylvester Stallone, pour citer des acteurs, et non pas des gens qui ont connu une vie criminelle, des gens qui ont fait des conneries, mais qui assument. Il n'y a pas de sentimentalisme, il n'y a pas d'apitoiement sur ce qu'ils ont fait, ils assument véritablement. D'ailleurs, dans Animal Factory, il n'y a aucun moment où ils prétendent être des innocents. Hein. Ils sont tous coupables d'avoir fait quelque chose, hein, y compris Edward Furlong, qui a même pas d'excuses, parce que lui, dans le film, il vient d'une famille aisée, il est lettré, il est cultivé, etc. Et c'est pour ça qu'il prend une grosse peine de prison. Mais c'est vrai que chez Bunker, il y a ça. On sent que c'est quelqu'un voilà, qui a assumé ce qu'il était et qui a toujours allé de l'avant. Et c'est le cas justement via ses rencontres, encore une fois. On peut citer, on peut en parler aussi, voilà, le récidiviste de Ulu Grosbach, qui est quand même un film important. Donc il sort de prison, après 18 ans de prison, il sort en 75. Dustin Hoffman achète les droits donc, du bouquin de Aucune bête aussi féroce. Il veut l'adapter lui-même au cinéma, réaliser le film. C'est beaucoup trop de travail pour lui. On sait que c'est un acteur extrêmement exigeant, qui vient de l'acteur studio. Il s'est fait enfermer en prison pendant quelques mois pour jouer tout ça. Il a demandé à Michael Mann, entre autres, de réécrire en partie le scénario. Et c'est vrai que c'est trop pour lui. Et il décide finalement de dégager en fait, la mise en scène au profit de Uli Grosbach. On voit d'ailleurs Edward Bunker qui est dans le film, hein, il a un petit rôle, il joue le rôle de Mickey, qui propose un coup au personnage de Dustin Hoffman, qui par ailleurs a vraiment la gueule, en plus de Edward Bunker, on sent qu'il s'en est vraiment inspiré hein, physiquement, Dustin Hoffman, donc les cheveux longs, un peu le mulet, une moustache pardon, un peu tombante, ce que John Voight fera aussi, mais on en reparlera un peu après dans Runaway Train et surtout dans Hit. Deux films, voilà, entre guillemets, sous le chapeautage de Edward Bunker. Et c'est un film, effectivement, qui va le permettre, comme ça, de rencontrer Michael Mann. Michael Mann, par la suite, fera, il faut aussi l'évoquer, un autre très très bon film de prison qui est The Jericho Mile, donc un an après, en 79, avec Peter Strauss, Brian Denny, etc., tourné à Folsom pour le coup. Et c'est vrai qu'à travers cette rencontre de Bunker, Michael Mann va être vraiment imprégné par ce type de personnage. Il va faire lui-même des rencontres via cette intronisation de Bunker à Folsom, notamment un certain Gilbert Trejo, qui est donc l'oncle de Danny Trejo. Danny Trejo, d'ailleurs, que Edward Bunker connaissait, ils étaient ensemble à un moment donné à la prison de Saint-Quentin. Danny Trejo, voilà, qui était tombé pour vol et trafic de stupéfiants, qui était un champion de boxe, d'ailleurs, voilà, en 68-69. D'ailleurs, si vous voulez un peu des informations là-dessus, je pense que tu peux le recommander, tout comme moi, le documentaire Inmate One, donc The Rise of Danny Trejo, qui revient très très bien là-dessus. Ils se sont rencontrés comme ça à Saint-Quentin. Et effectivement, Danny Trejo va être chapeauté quelque part par Bunker, qui va le prendre sous son aile. Euh,
qui va le faire monter les échelons progressivement, notamment sur Runaway Train, que Bunker va scénariser, réécrire à partir d'un scénario de Akira Kurosawa, hein. Donc c'est vraiment un très grand film d'action. Moi, je l'ai revu pour l'émission Runaway Train avec John Voight, avec Eric Roberts et Rebecca De Mornay. C'est le premier rôle de Danny Trejo, d'abord en figurant. Bunker donc le reconnaît, il dit ah mais c'était toi et tout à Saint-Quentin, le champion de boxe, etc. en 69. Il le fait monter, donc il va devenir le coach en boxe de Eric Roberts sur le tournage, puisque Roberts fait de la boxe dans le film. Et progressivement, voilà, il a un petit rôle dans le film, Danny Trejo, et c'est vrai que Bunker va devenir son ange gardien en fait dans le milieu. Il va lui dire tout chez toi par exemple fait agression, voilà, tu es quelqu'un d'agressif envers les gens d'Hollywood. Ce qu'il faut en fait pour nous anciens détenus, c'est paraître agressif pour eux mais ne pas l'être. Donc il va le guider comme ça, et c'est vrai que c'est eux en fait qui vont finalement emmener Animal Factory à Steve Buscemi, hein. Les deux sont quand même mentionnés comme coproducteurs, producteurs exécutifs sur le film de Steve Buscemi, et c'est vraiment eux qui vont emmener finalement ce projet à Buscemi. Pour boucler un peu la boucle là-dessus, il faut savoir que Edward Bunker était le parrain du fils de Danny Trejo, donc Gilbert, en hommage à son oncle, et que évidemment Michael Mann, quand il fait Hit, engage Danny Trejo, le confond avec son oncle Gilbert qu'il avait rencontré du coup à Folsom grâce à Edward Bunker pour les besoins de Jerry Comyle pour le téléfilm Comme un homme libre. Et c'est vrai qu'en hommage à son oncle, Michael Mann va demander à Trejo finalement de se faire appeler euh, Gilbert Trejo, hein, Gilbert Trejo dans le film et non pas Vince, en hommage à son oncle. Et c'est vrai que John Voight, c'est dingue, en fait, tout est lié finalement. John Voight va se faire la gueule de Bunker pour le personnage de Nate dans Hit, tout en sachant que à la base, avant de faire de la prison, Bunker était en fait un concepteur de plans de braquage. Il vendait des braquages clés en main finalement, et Gilbert Trejo avait acheté ces fameux plans. Donc voilà, tout est lié, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que c'est un parcours, Edward Bunker, encore une fois, complètement fou. Il a été conseiller technique, d'ailleurs, sur American Art, d'ailleurs, avec Jeff Bridges, avec déjà Edward Furlong. Tiens, encore une fois, tout est lié. Et on le retrouve, voilà, pêle-mêle, je sais pas, dans Tango et Cash, par exemple. Le capitaine, le chef de Kurt Russell, c'est lui. Voilà, on le retrouve dans plein de films, comme ça, on retrouve sa gueule, et c'est vrai que c'est dur que de le manquer, quoi. On le reconnaît bien, quoi. Mais cette connexion, tout ce dont tu viens de parler, mais c'est juste, tu le mets dans un film, on n'y croirait pas. Tu vois? C'est juste complètement fou que Bunker et Trejo, Danny se soient trouvés ensemble en prison au même moment, et que tous les 2 plus tard, alors qu'ils étaient, pour reprendre le terme de Bunker, destinés à devenir des statistiques, se retrouvent à Hollywood tous les 2. C'est juste, c'est une chance sur combien que ça aurait pu arriver? Ça dépasse l'entendement, et ce qui est rigolo, c'est que quand tu entends Bunker et Trejo, parler chacun de leur côté de Hollywood, ils te disent, bon, tous les 2, ils sont conscients, hein, de leur chance, ils sont conscients de l'opportunité qu'ils ont eue, ils sont très reconnaissants envers Michael Mann, mais tous les 2 te disent: «À Hollywood, c'est dur quand même, hein», et là tu te dis: «Attends, Oui, oui. vous vous avez été à Saint-Quentin, à Folsom, vous venez me dire que Hollywood c'est dur?» Alors, soit ils en rajoutent et ils font un peu, soit Hollywood est vraiment, mais encore plus impitoyable que tu pourrais le penser. Mais c'est rigolo. Et pour revenir aussi sur Animal Factory et Steve Buscemi, Danny Trejo et Steve Buscemi avaient déjà collaboré ensemble dans Desperado de Robert Rodriguez un petit peu avant, et Les Ailes de l'Enfer, qui est presque aussi un film de prison, hein, une sorte de douce salopard, voilà, ben oui, de Robert Aldrich dans un avion, et donc finalement tout converge en fait vers ce film. Encore une fois, de prime abord, il fait pas naturel dans la filmographie de Steve Buscemi, mais au final, c'est vrai que le film
et cohérent en fait par rapport à son parcours, non seulement en tant qu'acteur mais aussi de réalisateur. Et il faut qu'on le dise aussi, c'est un film, on l'avait évoqué un peu entre nous en préparant l'émission, un vrai film d'acteur, c'est-à-dire qu'il y a une vraie sensibilité, un vrai goût pour les comédiens. Et je pense notamment au plus beau rôle du film pour moi qui est quand même Mickey Rourke, qui à l'époque commençait quand même à être au creux de la vague. Après, il va faire le magnifique The Pledge de Sean Penn, qui est un chef-d'œuvre, mais c'est un petit rôle aussi, par exemple. Et il est formidable dans ce rôle de Jen the Actress, qui est une sorte de Betty Boop sous stéroïde, en fait, où Mickey Rourke a beaucoup improvisé, il paraît, il en est ses propres vêtements, il s'est fait limer les dents, il s'est fait enlever des dents, les dents de devant pour le rôle. Et c'est vrai que c'est un très beau personnage, je trouve, notamment un monologue que Steve Buscemi a gardé tel quel dans le film, où Mickey Rourke parle du fait qu'il rêve de se transformer en papillon, de pouvoir s'échapper de cette prison et d'aller à Paris. Et en fait, le personnage de Edward Furlong qui partage en fait au début la même cellule, lui dort. Donc on est les seuls en fait en tant que spectateurs à avoir entendu ce moment de sensibilité, d'humanité et c'est vraiment un très beau rôle. On peut citer aussi Tom Arnold qui est quand même aussi très surprenant pour le coup. Oui, mais tu vois, oui, absolument, mais ça me fait penser, c'est un film d'acteur, comme tu le dis, et là, je pense qu'on peut y voir le le bonus du fait que ce soit réalisé par un acteur, tu vois? Je trouve que très souvent, les films, pas toujours, hein, il y a des acteurs qui font des films qui sont pas bons, mais souvent, les films réalisés par des acteurs, ils ont une sensibilité particulière. Ça veut pas dire qu'ils sont meilleurs que d'autres, mais un acteur, forcément, n'a pas la même sensibilité qu'un pur réalisateur. Et souvent, je trouve que les films réalisés par des acteurs, ils apportent une touche particulière, tu vois, quelque chose de spécial que tu peux pas forcément définir, mais qui a un degré supplémentaire au niveau de la, oui, au niveau de la sensibilité et notamment de la direction d'acteur. Et cette, tu vois, quand tu évoquais tous ces acteurs, tu évoquais tout à l'heure le fait que ce soit en lieu clos, et ça m'a fait penser, ça pourrait presque être une pièce de théâtre. Tu vois, avec en différents actes, tu as quasiment tu as 2-3 décors seulement, mais au sein de la même prison. Tu as une petite troupe et chaque acteur dedans, que ce soit tu as beaucoup de non professionnels que tu reconnais à leur tête, qu'ils soient non professionnels ou professionnels, quel que soit leur temps de présence à l'écran, ils sont tous incroyables. Ils te marquent, tu les retiens, voilà. Et ça, c'est vraiment, ça imprime à nouveau ce qui, pour moi, est la marque de Buscemi sur ce film, c'est la priorité à l'humain. À l'humain. Il arrive, même les salauds entre guillemets, il arrive à en faire des êtres humains. Tu vois, tu n'en condamnes aucun, tu te souviens de tous. De tous. Ils sont tous à un degré ou un autre, ils te touchent. Et effectivement, je reviens là juste une minute, enfin sur les deux principaux. D'abord Mickey Rourke, effectivement, c'était l'époque où c'était cette petite époque, fin des années 90, début 2000, tu sais, où il enchaînait des caméos. Et à chaque fois, il a 2 minutes dans un film et il vole le film. Tu as parlé de The Pledge, il est dans Buffalo 66 de Vincent Gallo, il apparaît dans L'Idéaliste de Coppola, il a une scène, hélas coupée, mais que tu peux trouver sur YouTube dans La Dans Ligne la ligne Rouge, rouge, ouais. et à chaque fois, il est bouleversant. Et cette scène, moi j'ai revu donc Animal Factory hier pour préparer l'épisode, pour l'avoir bien en tête, et cette scène, elle est bouleversante et bouleversante où il parle effectivement de ça. Sur le papier, tu vois, ça pourrait paraître niais, mais Rourke, tu sens que lui aussi, c'est du vécu. Tu parlais des gens qui amènent leur vécu sur l'écran, ça transparaît et, euh, et à la limite, tu n'as même pas besoin d'en dire plus, d'en montrer plus. Il apparaît 5 minutes dans le film, mais ça suffit, quoi. Et puis quand même, rendons grâce à Willem Dafoe, qui vraiment, en le revoyant hier, je me disais, mais ça fait partie de ces gens. Tu sais, des fois, tu as des questions sur Twitter ou quoi, que quel est l'acteur qui améliore le film dans lequel il est, ou quel est l'acteur, quel que soit le film, vous le regardez quand même, bah, Willem Dafoe en fait partie. En fait partie, quoi. Il a une tête, il a un physique, son physique anguleux, son crâne rasé dans le film. Il arrive à faire passer plein de choses sans en pas, sans trop en dire, à travers le regard vraiment, encore une fois humain que pose Buscemi sur lui, et lui qui n'en fait pas trop, qui joue pas le caïd, il l'est tout simplement. Et tu parlais de sa relation ambiguë avec Edward Furlong.
tout passe par les non-dits. Visiblement, moi, c'est comme ça que je l'ai senti, il tombe amoureux de Édouard Furlong. Vraiment, il tombe amoureux de lui. C'est ce pourquoi il le prend sous son aile, mais sans forcément le violenter non plus. Mais en même temps, c'est pas vraiment dit. Il y a une ambiguïté. On sent en plus qu'il devient une figure ultra paternelle au-delà de cette ambiguïté, notamment parce que le personnage aussi de John Hord, qui joue le père d'Edward Furlong, n'est pas là en fait. C'est quelqu'un aussi qui a une culpabilité. Voilà, il n'est pas présent et il le dit plus ou moins dans le film. À un moment donné, en gros, j'ai pris cette place, mais c'est vrai que Willem Dafoe à l'époque, en plus, il les enchaînait quand même les grands rôles entre les anges, etc. de la nuit, entre American Psycho, de Boston, pardon, entre American Psycho et après il enchaîne avec le téléfilm L'ombre du vampire où il joue Max Schreck du coup de Nosferatu. C'est vrai qu'à l'époque il était quand même au sommet de son art et c'est presque une évidence et je crois que c'est le seul film où ils sont tournés entre guillemets ensemble, que Steve Buscemi qui a un jeu pas si éloigné que ça au fond, je trouve une vraie folie mais en même temps une vraie tendresse, finalement se rencontre avec Willem Dafoe et c'est vrai que ça fonctionne très bien. Et il y a même aussi une relation, je trouve, en miroir avec le personnage de Seymour Cassel, qui donc joue une sorte de chef des gardiens en fait dans la prison, qui a quand même une certaine oui, une certaine amitié, un rapport filial avec Willem Dafoe. Il a une vraie tendresse pour lui, on le sent. Il s'inquiète pour lui à un moment donné dans le film. Ça fonctionne bien aussi. C'est-à-dire, même de l'autre côté, on s'inquiète aussi pour Willem Dafoe. Et voilà, évidemment aussi, Seymour Cassel. Encore une fois, tout est lié, hein, c'est une vraie famille de cinéma. Il avait tourné, par exemple, avec Steve Buscemi, dans In the Soup, par exemple, de Alexandre Rockwell. Donc voilà, c'est ça en fait. C'est aussi une famille. J'aime beaucoup ça en fait, moi, dans ce type de film, c'est les familles de cinéma. Il y a Mark Boone Jr. aussi, qui était un ami aussi de jeunesse de Steve Buscemi, avec lequel il a fait beaucoup de pièces de théâtre, qui est présent dans son premier film. Voilà, on retrouve effectivement des collaborateurs de Jim Jarmusch, comme John LeRue. Ils ont fait ensemble Mystery Train, par exemple. Enfin, voilà, j'aime beaucoup ça. Et c'est vrai que le film, pour le coup, fonctionne par rapport à ça. Et il y a une vraie, tu parlais de pièces de théâtre, c'est totalement vrai. On aurait pu transposer ça finalement sur scène, mais il y a quand même une réflexion sans trop en dire, sans trop surligner encore une fois, sur le côté voyeuriste, entre guillemets, sur le côté épié. Il n'y a pas d'intimité en prison. Chacun se jauge, chacun se juge, chacun, voilà, il y a un rapport de force permanent. Et le film joue beaucoup sur les regards, joue beaucoup sur les non-dits, sur les contre-champs aussi, mine de rien, sur ce que l'on voit, être revu, etc. Donc il y a beaucoup de panoramiques et ça fonctionne très très bien. Ils sont vraiment scrutés en fait, voilà, comme des animaux finalement, comme au zoo. On est dans un zoo finalement humain dans cette prison et le film pour le coup, on est clairement et on sent le côté presque autorisant de Buscemi, on est presque dans Surveiller et punir, voilà, de Michel Foucault pour le coup. C'est un petit traité, voilà, sans trop en dire, mais sur ce qu'est le monde carcéral. Oui, oui, absolument, absolument. Mais, mais ce qui est rigolo, tu vois, c'est que, pour parler un petit peu, parce que depuis tout à l'heure, on fait l'éloge du film, éloge mérité, mais, moi je gardais avant mon revisionnage d'hier, je gardais si je devais si tu vois, si on m'avait demandé peut-être quel est le défaut du film, je t'aurais peut-être dit que ça manquait peut-être, un poil d'aspérité. Tu vois? Je me dis peut-être ça manque, justement c'est à rebours du film de prison classique, mais peut-être est-il allé trop dans le sens inverse, tu vois? Et en fait, en le revoyant, j'ai trouvé qu'au contraire, c'est ce qui lui donnait vraiment son identité et que c'est en fait un choix. Pour moi, en fait, c'est pas un défaut. Ce que j'avais pu auparavant, lors de mes premiers visionnages, prendre pour un défaut, en fait, là, ça m'est apparu comme un choix conscient de Buscemi, et notamment dans, le choix de Édouard Furlong pour le rôle principal, pour les rôles de ce jeune, tu vois? Et là, je raccroche avec ce que je disais tout à l'heure quand, Edward Bunker en interview donc qui est présente sur le DVD du film, en bonus, et Bunker dit qu'il aime le film ou quoi et avec son absence de langue de bois, il dit: «Par contre, il y a 2 choses qui m'ont pas plu». Il fait: «Steve là, bon Buscemi donc, il y a 2 choses qu'il a pas réussi selon moi. C'est petit 1, la tension raciale qu'il y avait en prison, on la sent pas trop dans le film
c'est vrai qu'il a pas insisté C'est vrai. dessus. Selon Bunker, c'était beaucoup plus présent, c'était beaucoup Je plus, te coupe une seconde, mais Bunker en plus était parmi en fait les membres de la fraternité aryenne à Saint-Quentin, etc. Donc après, selon des interviews que j'ai lues de sa part, il disait que c'était, obligatoire, tu vois? T'étais parce que sinon tu étais tout seul et tu étais livré Oui. sans l'absoudre de quoi que ce soit. Mais effectivement, tu peux penser qu'il y avait peut-être une violence, dedans qui n'a pas été, transmise par Buscemi. Mais il dit aussi, Bunker, son principal grief, c'était, il dit normalement, et ça va répondre à ta question de tout à l'heure, et ça m'a fait sourire quand tu en parlais parce que je me suis posé exactement la même concernant le titre, Animal Factory, parce qu'il dit pour lui, c'est l'histoire, et que tu sens plus dans le bouquin, d'un jeune qui rentre, qui est en gros innocent, ou en tout cas qui est un jeune normal, et qui se transforme en bête Mmh. sauvage Ouais. dans la prison, et qui donc devient un animal, parce que la prison est une usine à fabriquer des animaux, c'est une fabrique à animaux. Et il disait, ça, ça ne transparaît pas dans le film, tu vois. Il disait Steve n'a pas réussi, l'acteur n'a pas réussi. Alors ça s'entend, c'est peut-être vrai, mais pour moi, c'est pas forcément le cas. Moi, je pense que c'est un choix conscient de Buscemi. Le simple fait de choisir quelqu'un comme Furlong, qui est quelqu'un qui est un acteur qui est frêle physiquement, tu sens une fragilité en lui, une fêlure. dans le film, il ressemble vachement à Kristen Stewart, je trouve. Ouais, c'est pas faux, ouais, c'est pas faux, mais tu sens, oui, les mêmes fêlures, tu sens que Mmh. c'est quelqu'un, tu l'imagines pas du tout en prison, tu as peur pour lui, tu dis: «Mais il va jamais s'en sortir», et parce que et de fait, je pense que le faire, devenir sauvage ou violent, ça aurait pas marché, on n'y aurait pas Mmh. cru. Buscemi aurait pris quelqu'un d'autre, parce qu'en fait, encore une fois, je pense que c'est pas ce qui intéresse Buscemi, c'est pas ce qui l'intéresse. Lui, il veut rester à un niveau humain, à un niveau bienveillant, c'est un bien grand mot, tu vois, mais effectivement, ils préfèrent garder le côté, tout ce dont tu as parlé, les relations proto-filiales, relations proto-amoureuses, entraide, en fait. Et encore une fois, c'est le côté humain. Et c'est vraiment, et c'est en ça que je trouve l'adaptation est à la fois une trahison et en même temps elle est très intéressante parce que le bouquin, c'est vraiment du Bunker, le film, c'est du Buscemi. Mmh. Vraiment, c'est du Buscemi. C'est plus la sensibilité de Buscemi. Et encore une fois, c'est ce qui lui donne son identité. Mais par exemple, par rapport au parcours du personnage de Edward Furlong, sur ce qu'il aurait pu en fait devenir dans tout ce qu'il y a de plus dégueulasse et inhumain en fait par rapport à cette fabrique d'animaux, et c'est assez bien vu et jamais encore une fois mis en avant. Il y a le personnage au début quand il rentre en prison, il y a un autre personnage d'un jeune black où il se regarde comme ça, il se jauge un petit peu, et on le voit à plusieurs moments dans le film, notamment lors d'une émeute, entre autres raciale, choisir son camp entre guillemets. Et à un moment donné, quand Willem Dafoe donc le fait changer de cellule et le fait changer d'aile pour qu'il le rejoigne, hein, pour que leur relation soit plus proche entre guillemets, on le voit comme ça à travers un couloir et on comprend, c'est pas dit, je sais pas comment le dire autrement, donc je m'excuse pour la vulgarité, mais qu'il est devenu entre guillemets une pute pour une sorte de parrain de cette prison, quoi. Il n'a pas eu cette chance, lui, d'avoir un mentor, d'avoir un parrain, d'avoir quelqu'un qui veille sur lui comme William Defoe dans le film, et ça, voilà. On parlait du rapport des races, on parlait de cette violence-là, bah, elle est dite en fait. Tout ça c'est dit finalement. Juste un petit panoramique entre un jeu de regard entre les deux personnages, ils ont pas eu les mêmes chances. Absolument, voilà. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi et ça montre bien que c'est vraiment un choix conscient de Buscemi de ne pas le montrer, de le montrer en panoramique, comme tu le dis, vraiment sur le côté, parce que c'est pas ce qui l'intéresse de prime abord. Mais il n'est pas naïf pour autant. Voilà. Et de fait, plusieurs fois, des gardiens de prison tiennent, c'est un moment, tu as Edouard Furlong qui passe en conseil de discipline, et Mmh. tu as les gardiens bah, qui lui expliquent, en fait, il se fait peut-être manipuler, il va se faire violer, il va. C'est Steve Buscemi d'ailleurs qui lui dit, qui est une sorte de magistrat qui est là pour réévaluer son cas, etc. Et c'est lui qui lui dit ça, c'est pas anodin aussi quand même. Et il y a aussi le frère à Steve Buscemi, Michael, qui est une sorte aussi d'éducateur qui vient. Et de fait, le frère, moi je me souviens la première fois que j'avais vu le film, je savais pas que son frère jouait dedans, mais dès que j'ai vu, je me suis dit: «Lui, c'est son frère». Ils ont la même tête, la même tête.
Tout à fait. Et est-ce que on l'a évoqué un peu entre nous en préparant l'émission, est-ce que tu pourrais nous évoquer aussi un peu la musique, qui est vraiment à part, je trouve, qui est vraiment un personnage presque de cette prison, qui est très métallique, très, très mécanique, comme si ça cognait en permanence dans la tête, à la fois, on pourrait dire, de John Luru et aussi du chanteur-acteur qui est dans le film, qui est aussi un proche de Jarmusch, il me semble, qui est Jack LaBotte. Moi, la bande son, cette BO, je l'adore, mais vraiment je l'adore. Donc comme tu l'as dit, elle est signée, John Lurie qui est, donc grande figure de l'intelligentsia new-yorkaise, grand pote de Jarmusch, qui a fait des musiques de films de Jarmusch, qui a joué dans plusieurs films de Jarmusch, qui est pote avec toute cette clique, voilà, des années 80-90 du ciné, de la musique indépendante, qui avait fait la musique, du premier film de Buscemi. Et là, je trouve sa BO. Alors, John Lurie, pendant longtemps, il a eu un groupe qui s'appelait les Lounge Lizards, qui est une espèce de jazz fusion expérimental. C'est très particulier. Moi, je suis pas forcément gros fan, mais c'est assez atypique. La bande son qu'il a fait pour Animal Factory, je la trouve géniale parce que, a priori, tu te dis, mais comment un gars, déjà, enfin, c'est à l'image du reste en fait. Comment un type comme Buscemi va réaliser un film sur une prison? Tu te dis, ça n'a pas de sens. Et comment un gars comme John Lurie, avec la musique qu'il fait d'habitude, il va pouvoir s'intégrer là-dedans? Et en fait, je trouve que non seulement c'est parfait, mais la musique achève de donner au film son identité. Parce qu'en fait, il en a fait une espèce de trip-hop, comme tu dis, cinglé de bruits métalliques, et qui donne son côté routinier à l'ensemble. Son côté presque doux, en fait, il y a une espèce de c'est le quotidien répétitif de la prison avec quelques éclairs de violence, mais je trouve que ce qui prédomine, c'est l'habitude, en fait, tu vois? L'habitude, ce côté répétitif, la musique, elle scande, en fait. Elle scande, mais sans jamais exploser, voilà. Et en fait, c'est à l'image du film. Et ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure, mon sentiment, c'est que c'est un film qui est un peu en creux, tu vois, un peu en deçà, où tu attends une explosion qui, en fait, n'arrive quasiment jamais. Quand elle arrive, c'est presque décevant, parce qu'en fait, à rebours de et ça illustre bien la volonté de Buscemi sur son projet, c'est de faire un film de prison qui n'est pas un film de prison, quoi, où il y aura pas de violence, tu verras pas de viol, tu verras pas de grande évasion, tu verras pas de méchants matons, voilà, tu as ces Mourcassel en maton bienveillant et la musique, je trouve, elle est à l'image de tout ça, voilà. Et j'en profite pour dire que depuis que j'ai vu ce film, donc en salle, ça remonte, j'attends que cette musique soit éditée et elle n'existe pas. Elle n'existe pas en CD, elle n'a jamais été éditée. Et c'est l'un des plus grands scandales du XXe siècle. Le personnage aussi, il y a un détenu, donc joué par Jack LaBotte, qui était un musicien de blues, qui comme ça, par moment, revient pour faire des morceaux comme ça à la guitare, bah, effectivement, dans la complainte, quoi. Et ça fonctionne très bien pour cette notion de temps qui passe. Parce que on n'a pas forcément cette notion. Je crois que dans le bouquin, si je dis pas de bêtises, le personnage de Copen passe au moins un an de prison, enfin un an au trou, si je dis pas de bêtises, qu'on voit. Il y a un moment où il est enfermé, il communique par les toilettes, enfin des trucs qu'on voit pas ailleurs, quoi. C'est-à-dire, il fait semblant de devenir fou, il s'ouvre les veines, il fait semblant de bouffer de la merde, etc. Pour pouvoir en fait se faire interner et rester dans cette prison pour pas être transféré dans une autre. Et c'est vrai que ces morceaux comme ça reviennent comme ça par moment pour nous rappeler que ben voilà, le temps passe. Et il y a un autre aspect que j'aime beaucoup et qui amène de l'humour dans ce film, et c'est rare parce qu'on n'a pas des masses non plus. Il y a une séquence d'un concert à un moment donné où tu as les détenus en fait, ils sont là, et il y a Willem Dafoe et Danny Trejo, tu comprends qu'ils ont pris de la drogue, ils sont défoncés, et tu vois vraiment en fait l'ennui, t'as rien à faire en fait là-dedans. Et c'est un truc que tu vois rarement dans les prisons. Ce rapport au temps, à un temps qui ne passe pas. Tu fais quoi en prison? Ben voilà, tu te fais chier. Oui, absolument. Là, il y a le chanteur qui chante là qui fait son concert, c'est Anthony Johnson, qui à l'époque avait son petit succès, toujours dans ce milieu du rock indé, lo-fi américain des années 90, fin des années 90. Donc ça montre à quel point vraiment Buscemi La avait une cohérence. famille
artistique cohérente absolument. Et pour revenir aux chansons, ouais, au blues qui scandent, moi ça me fait aussi penser un peu à un chœur antique, tu sais? Et ça revient à l'idée de pièces de Oui, théâtre. Régulièrement, tu as effectivement et puis ça fait penser, bah, c'est une grande tradition américaine. Voilà, le blues, tu chantes, effectivement, ce sont dans une prison où tu ne peux pas, tu peux pas exprimer ta faiblesse, tu peux pas dire que ça va pas, exprimer tes états d'âme parce que tu passerais pour vulnérable. Donc, tu fais comment? Ben, tu le fais par la musique, tu le fais par la drogue. Les 2 se rejoignent. Tout est cohérent en fait, tout est cohérent. Mais encore une fois, je trouve que c'est fait avec une sensibilité, tu vois? Presque une finesse, presque une douceur qui est totalement, heu, surprenante parce que tu t'attends pas du tout à ça dans un film de prison. Et je trouve que tu citais tout à l'heure Haute Sécurité, c'est vrai, le Haute Sécurité, c'est moi j'aime bien comme toi, tu vois? Mais c'est vrai que c'est le film de prison cliché par excellence. Tu pourrais le ah, mettre c'est vrai. à un bout du spectre et à l'autre bout du spectre, à l'opposé total, bah, il y aurait peut-être quelque chose comme, Animal Factory, qui est à la fois, qui n'est pas du tout ce que tu attends et qui en même temps, paradoxalement, ben, ultra réaliste. Et justement, pour boucler la boucle et terminer un peu sur le film, Edward Bunker avait assisté au concert de Johnny Cash à Folsom, paraît-il. Si c'est vrai, c'est incroyable. C'est incroyable parce que mais là pareil, tu vois, ça c'est presque trop beau. Tu ferais une biographie, tu ferais un biopic de Bunker et tu le vois, assister au concert de Cash, moi limite j'y crois pas. Tellement Mm. c'est alors on sait que la vie est plus folle que n'importe laquelle des fictions, donc si ça se trouve c'est vrai, mais c'est rigolo parce que Johnny Cash, bah, c'est encore une partie d'imaginaire américain, c'est encore autre chose et c'est mais moi j'adore ça tout comme toi, tu vois? Ces passerelles, ces fameux 6 degrés de Mm. séparation qui t'amènent de film en film, d'artiste en artiste et qui permettent, bah, de couvrir un spectre. Mais c'est vrai que ça rend Animal Factory vraiment plaisant pour ça, en fait. Depuis tout à l'heure, je me suis vraiment amusé pour l'émission à tisser des liens comme ça entre la famille de Buscemi, le parcours de Bunker, de Danny Trejo, qui est aussi une gueule, mine de rien, qui dit toute sa vie pareil sur sa tronche. Et je voulais vraiment faire une émission où on parle de Danny Trejo parce que c'est vraiment un acteur que j'aime beaucoup, malgré voilà, ses limites, etc. Et c'est vrai pour faire des passerelles, tu vois. Pour l'émission, j'ai revu aussi un petit peu le récidiviste que j'aime beaucoup. Quand je revois le film, c'est impossible de ne pas penser, par exemple, chez nous, à Deux hommes dans la ville de Giovanni, par exemple, avec Gabin et Delon. Le personnage de Emmett Walsh dans le film qui pousse vraiment à bout Dustin Hoffman, qui fait tout pour le refaire tomber du côté de la criminalité, c'est vraiment le personnage de Bouquet, de Michel Bouquet, chez nous. Et on peut tisser des passerelles comme ça, et c'est universel. Ou je sais pas, même Jacques Messrine, quand il écrit L'instinct de mort en prison, voilà, à la santé. C'est vraiment des parcours de vie qui, au final, sont non seulement universels, mais presque cathartiques. Parce que quand tu vois le film, quand tu vois Animal Factory, certes, il est quand même pas voyeuriste ou, voilà, ou sensationnaliste vis-à-vis d'un sujet comme ça, mais c'est vrai que t'as pas envie de finir là-bas, quoi. Et ça, pour le coup, voilà, ça fonctionne très bien comme pour te nettoyer de tout ça, voilà. Buscemi te montrera pas tout ça, mais quand même. Et quelque part, un plan sur le visage de Bunker dans le film, ça vaut bien des discours. Voilà, il transporte avec lui quelque chose qui, on dit que te disent que la photographie et par extension le cinéma arrive à capturer une partie de l'âme d'un individu. Quand tu vois Bunker, tu serais tenté d'y croire. Alors Lionel, pour finir, très vite sur les films de prison, est-ce que tu pourrais comme ça nous évoquer en une minute quelques films de prison un petit peu autres, un petit peu oubliés ou peu cités aujourd'hui et qui pourraient voilà, figurer parmi les grands noms de ce genre avec Animal Factory? Alors oublié ou pas connu, je sais pas, parce qu'on en parle souvent entre nous, mais bah, d'abord je citerai Comme un homme libre
dont tu as parlé tout à l'heure, hein, voilà, premier film de Michael Mann. Alors, téléfilm, mais d'une telle qualité qu'il est sorti en salle dans plusieurs pays, et voilà, qui est C'est comme Duel de Spielberg, par exemple. exactement, voilà, comme un homme libre, Jericho Mile, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est vraiment le cinéma 70s dans ce qu'il a de plus stimulant. Moi, j'aime beaucoup. Alors là, pour le coup, on est vraiment à l'opposé de Animal Factory. Moi, j'aime beaucoup Évadé d'Alcatraz de Don Siegel avec Clint Eastwood. Pourquoi l'opposé? Parce que là, pour le coup, tu as tous les clichés du film de prison. Le taulard mutique, le plan d'évasion qui se prépare minutieusement pendant tout le film, les acolytes taiseux badass, le gros méchant qui veut violer le héros, le directeur de prison qui est absolument horrible, mais comme c'est Don Siegel et que c'est Clint Eastwood, ça fonctionne. Voilà, moi c'est un film que j'aime beaucoup. De loin mon préféré avec Dirty Harry, du tandem Siegel-Eastwood. Un film qui est un peu dans mon esprit, alors dans mon esprit seulement, hein, parce qu'ils n'ont pas grand-chose en commun, mais que je rapproche un peu de Animal Factory, c'est le Sans rémission de et avec Edward James Olmos. C'est le capitaine Castillo de Miami Vice, qui a réalisé, c'était son premier film, sauf erreur, et qui parle de la mafia, ça se passe en prison, et ça parle de la mafia mexicaine dont il est le chef. Et là, pour le coup, ce serait une sorte, je sais pas ce que tu en penses, mais dans mon esprit, c'est une sorte de Animal Factory, mais par contre là, en beaucoup plus brutal et beaucoup plus violent. Voilà. Mm. Tout ce que, il y a une sensibilité commune, on va dire, un amour des acteurs, et de fait, il est également réalisé par un acteur. Il y a aussi un côté, alors ça se passe pas tant en prison, mais principalement. Et par contre, tout ce que Animal Factory choisit de ne pas montrer, lui, il va te le montrer frontalement. Vraiment, quoi. Ça fait pas de pitié, pas de prisonnier. Mais c'est un film que j'aime beaucoup aussi. Et, et puis, en dernier, celui qui est sorti, enfin qui est le plus proche de nous, c'est un film, je sais que tu l'aimes aussi, c'est le fameux Section 99 de Craig Zahler, qui est alors lui aussi dans un genre totalement différent, lui qui est une brutalité extrême et absolue, c'est avec Vince Vaughn, euh, qui a parmi les scènes de prison les plus Hardcore. ah ouais vraiment quoi, moi ça fait partie de ces à l'âge qu'on a, avec le passif qu'on a en matière de film, il en faut un pour nous remuer. Hein. Et Section 99, limite, j'en ai fait des cauchemars les nuits suivantes. Mais vraiment, quoi. C'est fou parce que moi je l'ai découvert au festival de Beaune à l'époque et tout comme toi j'ai vu des milliers de films d'horreur à travers des festivals, en vidéo à l'époque, en DVD, enfin tout ce que tu veux. On se cachait les yeux parce que quand on voit Vince Vaughn en train de défoncer un crâne, on voit les dents qui sont pétées par terre sur le sol, on se cachait littéralement les yeux. C'est exactement ça. C'est une représentation de la violence qu'on n'avait jamais vue comme ça ailleurs, y compris chez des gens comme Tarantino ou Sam Peckinpah ou John Woo. C'est une autre représentation de la violence. Et c'est vrai que ça fait vraiment très 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 mal, hein, Brawl in Cell Block 99. Hein. Ah quand il est en prison, c'est une descente aux enfers. Mais vraiment au sens. Ça démarre comme une série B, voire une série Z, et ça se finit comme Orphée aux Enfers. Et ça, c'est extraordinaire pour ça, quoi. Voilà, absolument. C'est un ton, alors voilà, pas trop en dire pour ceux qui l'ont pas vu, mais c'est un film très particulier et qui montre à quel point, en fait, tu vois, on dit: «Ouais, les films sont trop violents ou pas assez machin», mais en fait, ce sont des fausses questions, c'est des faux débats. Parce que j'ai envie de te dire de manière un peu évidente, mais tant que le talent est là, tu peux faire ce que tu veux. Oui. Buscemi, il a le talent de faire un film entre guillemets «bienveillant» en prison et ça passe. Parce qu'il y a la sincérité, il y a le talent. Peu importe finalement ton propos, peu importe ton sujet, il faut être juste vis-à-vis de lui, en fait, et de le traiter de la manière la plus adéquate possible, que le fond et la forme ne fassent plus qu'un. Voilà, absolument, du moment qu'il y a le talent et la sincérité et que ce soit Zaller ou Buscemi, ils l'ont, chacun dans leur genre. En tout cas, moi, je voulais aussi citer Sans rémission, American Me, qu'on a évoqué un petit peu à travers nos recherches pour trouver un film avant cette émission. Et c'est vrai que c'est un film, c'est une sorte de rise and fall, mais sans le rise, j'ai envie de dire. C'est presque un peu la... Ah oui, c'est un peu la partie, tu vois, un peu comme Tony Montana dans Scarface, quand le moment où il est le plus humain, c'est là où il va tomber. Il y a un peu de ça, en fait, dans ce film-là. Et d'ailleurs, Danny Trejo avait refusé
le rôle, je crois, de son père. Il avait été approché, il a préféré plutôt faire Les Princes de la Ville à la même époque, d'autant plus que la mafia mexicaine avait fait pression sur Trejo à l'époque, visiblement, parce que le film était jugé comme étant irréaliste, parce que, voilà, sans trop en dire, le personnage va payer, encore une fois, va payer par ses hommes, en fait, pour ses actes. Alors je me souvenais plus de ça, mais par contre ce dont je me souviens, c'est que Edward James Olmos avait eu des menaces de mort après le film, à la sortie du film, Mm. et pendant un temps, il avait dû s'armer, il avait pris un garde du corps parce qu'il avait reçu des menaces effectivement, Mm. Mais c'est un film qui fait très mal. Dans un autre genre, c'est comme Dead Presidents. C'est pas un film de prison, mais c'est un peu le même acabit, quoi. C'est un film qui fait vraiment très 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 mal. Et c'est vraiment un uppercut pour le coup. Et je suis comme toi, je vous le recommande vivement. Dans un autre genre aussi, tout aussi brut de décoffrage, c'est Le Brute Force de Jules Dassin, hein, donc Les Démons de la Liberté, réalisé en 1947 avec Burt Lancaster. Un film très graphique, encore une fois, une prison comme un ogre qui mange littéralement ses détenus. Ils sont genre 6 ou 7 dans une même cellule. Le film joue habilement aussi de flashbacks avec des personnages féminins qui expliquent aussi les motivations internes de chaque personnage. Il faut dire que c'est écrit quand même par Richard Brooks, donc c'est l'un de ses premiers écrits avant qu'il passe à la mise en scène, etc. Donc voilà, c'est assez bien foutu. Le personnage du maton est vraiment mais abject, en même temps très ambigu. On sent qu'il fantasme un peu sur ses hommes. Et c'est sans espoir. Voilà, c'est sans espoir. Je vais pas vous balancer la fin, mais toute tentative d'évasion finalement est vouée à l'échec. Dans le même genre, je l'ai revu pour l'émission et c'est l'une des inspirations de S. Craig Zeller justement sur Brawl in Cell Block 99. C'est Riot in Cell Block 11, les révoltés de la cellule 11 en français. Donc là aussi réalisé par Don Siegel, donc on est en 54, bien avant l'évadé d'Alcatraz. Et mais il y a aussi les mêmes tropes du genre, encore une fois, avec voilà, un système pénitentiaire extrêmement dur, extrêmement violent en fait vis-à-vis des détenus, bien que le directeur de prison soit quelqu'un de progressiste, d'humaniste, etc. Et c'est un film, voilà, 1h20 à l'os. Très brut de décoffrage, qui va à l'essentiel et qui là aussi est vraiment sans espoir, qui a un côté presque aussi comic book movie, je trouve, dans le caractère de ces personnages, dans leur physique aussi, notamment un détenu qui est une sorte de colosse, qui ressemble un peu à Patrick Swayze par exemple, qui a plusieurs sensibilités, il y a entre guillemets l'intello, il y a celui qui le leader, il y a les psychopathes, etc., les différents rapports de force aussi entre les gardiens, etc. Donc c'est vraiment un film qui est un peu oublié, je trouve, et qui est vraiment un modèle du genre. Et aussi pour finir aussi deux films espagnols très vite. Cellule 911 de Daniel Monson, qui avait réalisé un film que j'aimais beaucoup aussi, qui était sur Netflix, un film de gangster, entre guillemets, de jeunes délinquants, donc qui était La Loi de la Frontière. Les deux sont écrits quand même par le co-scénariste habituel de Alex de la Iglesia, donc qui est Jorge Guerrica Echevarria, qui est un très grand scénariste, avec entre autres Luis Tosar, donc là aussi ça fait mal. Et aussi Prison 77, qui était sorti en 2022, avec Javier Gutiérrez et réalisé par Alberto Rodriguez, qui nous est revenu dernièrement avec Los Tigres, excellent polar d'ailleurs, avec Antonio de la Torre. Et c'est un film que j'aime beaucoup, cette métaphore de la prison, en fait, au moment où l'Espagne bascule, en fait, de la fin du franquisme à une nouvelle ère. C'est-à-dire des gens qui sont dans une bulle, entre guillemets, et qui voient le monde à travers des barreaux, et qui, eux, quelque part, comprennent mieux que les autres ce que, en fait, ce changement politique, ce changement d'air, en fait, implique, parce que eux, ils sont en prison parce qu'ils ont été victimes, justement, du franquisme. Et c'est vraiment un film qui tout touche beaucoup aussi vis-à-vis de tout ça et vis-à-vis du temps qui passe et de l'amertume que ça peut emmener. Donc voilà, c'est des films comme ça qu'on vous égrène, un peu moins connus peut-être, c'est pas forcément les noms les plus cités, je sais pas, c'est pas La Ligne Verte de Darabon ou bien Un Prophète que j'aime beaucoup aussi de Jacques Audiard. Voilà, c'est quelques noms comme ça, par-ci par-là, qui mine de rien font genre et c'est voilà, encore une fois, je pense qu'on est tous les deux raccords là-dessus. C'est vraiment un sous-genre, moi, que j'aime beaucoup, tout simplement. J'aime vraiment les films de prison, et même si ça détonne un peu dans notre canevas habituel, je voulais vraiment qu'on évoque ça tous les deux. Ouais, mais j'ai envie de te dire, quand j'ai fait des recherches sur le film là, pour préparer le podcast, j'ai vu qu'il était souvent cité comme film néo-noir. J'aime bien la définition et ça rentre totalement dans les critères, de ce que tu fais habituellement. Voilà, c'est du film noir
au sens large du terme. Voilà, et moi ça me convient. Autre tradition donc bien connue des services de police, pour classer définitivement l'affaire, on traque les complices dans le même genre, une recommandation très rapide d'un film dans le même giron. Alors Lionel, tu commences, qu'est-ce que tu peux nous conseiller un petit peu dans la même veine qu'Animal Factory de Steve Buscemi? Je vais te prendre à contre-pied parce que je crains que ma reco ne soit pas si courte que ça et ce sera pas un film parce que je vais me permettre, une reco littéraire, puisque bon, c'est mon premier amour, le roman noir avant même les films et je vais en profiter pour parler d'un gars, hélas trop méconnu qui s'appelle Andrew Vachss. Alors Andrew comme le prince Andrew, Vachss, V-A-C-H-2-S et mais tu vas comprendre pourquoi j'en parle et c'est un grand écart, mais après je retombe sur le thème du jour, à savoir Andrew Vachss était, parce qu'il nous a quittés il y a quelques années, c'était un gars, alors on a parlé avec Bunker notamment des gens qui ont un vécu. Lui c'était un écrivain américain, mais dans la grande tradition des écrivains américains, c'est-à-dire qu'ils ont eu 17 vies avant d'écrire. Il a été travailleur. Alors déjà, on parlait aussi des gens à gueule. Pour les gens curieux, ils vont sur Google, ils tapent Andrew Vachss et pour voir la tête qu'il avait, hein. Pour donner une idée, il était borgne, il avait un cache-œil et on dirait une espèce de Snake Plissken joué par Henri Silva, tu vois. Donc déjà, il en imposait. Et c'est un gars qui a été travailleur social. Il a fait de l'humanitaire pendant plusieurs guerres et ensuite il est devenu avocat et avocat spécialisé dans la défense des mineurs et notamment les mineurs victimes d'abus sexuels. Tu vois, donc ça rigole pas. Et ce qui était un travail est devenu une sorte de mission parce qu'il a créé aussi une association pour défendre les mineurs et autres. Et ça s'est retrouvé dans ses écrits. Et il est devenu romancier de romans noirs donc. Enfin, il a écrit des tas de choses, hein, des nouvelles, des romans, des BD. Il a même scénarisé des Batman, pour te dire. Et sa grande œuvre, son magnum opus, c'est une série de bouquins. Il y en a quasiment une vingtaine, dont le héros, l'anti-héros plutôt, c'est un gars qui s'appelle Burke. Et anti-héros parce qu'il se définit lui-même comme privé survivaliste. Et en gros, c'est un détective privé mais qui n'a pas de licence parce que il bosse en marge de la loi, vraiment dans les bas-fonds new-yorkais. Alors il fait des arnaques, il fait des coups, mais sa principale occupation, c'est la chasse aux pédophiles. Voilà. Il a autour de lui une équipe hétéroclite de gens qui sont vraiment tous des cabossés de la vie, et il les a tous rencontrés en prison. Voilà. Et donc là, tu vois où je vais en venir. Et dès lors, il y a souvent des flashbacks où il se rappelle sa vie en prison, il explique comment il est arrivé, ce qui se passait, comment il a rencontré ses acolytes. Et ça fait partie des scènes les plus. Tu vois, on parlait tout à l'heure du film de Zahler. C'est pas à ce niveau, mais c'est quand même salé. Ça fait partie vraiment des descriptions les plus brutales et les plus choquantes que j'ai vues, vraiment les plus réalistes que j'ai vues de la vie carcérale. Et ce qui est génial avec les bouquins de Valls, c'est que déjà c'est très bien écrit et là on en revient à ce que je disais avec ce pourquoi on aime le genre, c'est que il te fait passer ses idées par le prisme d'un polar, tu vois, par le prisme d'aventures distrayantes, j'ai envie de te dire. Parce qu'en gros, les histoires sont pas forcément réalistes. Il y a un fond extrêmement noir. Ça parle de pédophilie, de viol, de snuff movie, de torture. Enfin, c'est vraiment ça. C'est du dark. C'est vraiment du dark de chez dark, mais à travers un style presque comic book, tu vois. Moi, ça me fait penser un peu à ce que fait Garcenis avec le Punisher en BD. Et du coup, ça permet d'avoir le recul nécessaire pour parler de ce dont il veut parler. Voilà. Et c'est des bouquins, si vous aimez les polars, les thrillers, les romans noirs, c'est absolument génial. C'est génial. Et si je voulais en parler, c'est que, un, c'est génial, j'adore. Et deux, écoute, là, je vais lancer une bouteille à la mer entre l'appel à l'aide et le vœu pieux. Si jamais des gens qui travaillent dans l'édition, qui connaissent des gens qui travaillent dans l'édition nous écoutent, sait-on jamais, pour leur demander, parce que déjà les bouquins de Valls sont très peu connus ici, c'est de rééditer déjà les premiers, parce qu'ils sont plus trouvables qu'en occasion, et surtout il a eu tellement peu de succès en France, il a une petite notoriété aux États-Unis, mais en France c'est tellement peu connu que sur la vingtaine de bouquins de la série, seulement les 4 premiers ont été traduits. Et donc, c'est une injustice absolue
que, l'œuvre de ce gars ne soit pas plus connue, ne soit même pas accessible en français, tu vois? Donc, si pour tout te dire, moi j'étais tellement fan que j'avais chopé des bouquins en anglais pour les lire en anglais, mais le style est vraiment il est pas facile, on va dire, vraiment. Donc je voulais pas me gâcher l'expérience, tu vois? Mais si jamais quelqu'un avait l'excellente idée de les traduire, de les publier, ce serait juste génial, tu vois? Puis en plus, ça pourrait donner lieu à des séries, incroyables. Parce que c'est très noir, mais quand tu vois que des choses comme The Boys maintenant sont accessibles sur Prime Video, il y a vraiment, vraiment une grosse matière. Donc voilà, Andrew Wax, le 1er bouquin s'appelle Flood, je crois, et puis ensuite, il y en a 4 ou 5 traduits en français. De mon côté, j'ai décidé de rester du côté des films d'acteurs et de la douceur, hein, j'ai envie de dire. Comme ça, tous les deux, on souffle le chaud et le froid. Avec la troisième réalisation de Robert Duval, avec le très bon Assassination Tango, qu'il réalise en 2002, où il était devant et derrière la caméra. Un véritable coup de cœur pour moi, pour cette histoire de tueur à gages, comme d'habitude, magnifiquement interprété à l'écran par Robert Duval, vieillissant d'ailleurs, qui se prend de passion pour le tango. Voilà, il a un but à atteindre, à savoir donc l'élimination d'un général à Buenos Aires. Sa mission s'enlise et elle s'avère plus compliquée que prévu. Et c'est vraiment un polar délicat qui tente comme ça de voler du temps au temps par la danse, et où son personnage principal préfère partir dans ses rêveries et survoler ce qu'il est venu faire. Et du coup, nous aussi, en tant que spectateurs, hein, on attend quelque chose et finalement, on va se faire emmener ailleurs par Robert Duval, au point d'en oublier voilà, presque la mission initiale. C'est comme une parenthèse par la grâce, avant de retrouver une sorte de normalité de sa vie d'assassin, un pas de côté pour un tueur quelque part, avec beaucoup de charme, beaucoup d'élégance, un peu comme Steve Buscemi finalement avec Animal Factory. Une œuvre que je vous recommande vraiment chaudement, vraiment atypique une fois de plus, là aussi, disponible très facilement sur Prime Video aussi, et qui me permet comme ça de rendre hommage au grand Robert Duval quelques mois après sa disparition. Ah ouais, mais Robert Duval, tu vois, on parlait tout à l'heure d'acteurs qui avaient une présence, une substance. Robert Duval, il, tu le vois à l'écran, il charrie une humanité qui se passe de mots. Tu n'as même pas besoin, même si tu ne le connais pas en tant qu'acteur, parce qu'évidemment, il y a toute l'histoire de sa carrière d'acteur, il y a tous les rôles qu'il a portés, mais je trouve que plus il a avancé en âge, plus il amenait avec lui cette humanité, cette bienveillance, cette sagesse presque, j'ai envie de te dire, tu vois? C'est le genre de personne, tu le vois à l'écran, tu as envie d'être avec lui. C'est ça, moi, c'est l'un de mes acteurs préférés et c'est un peu comme James Caan, c'est-à-dire c'est des acteurs qui ont eu la malchance d'arriver soit trop tôt, soit trop tard. À une époque aussi où il y avait des très grandes stars de l'acteur studio, des grands acteurs, De Niro, Pacino, Hoffman, Nicholson, et ils se sont fait un petit peu éclipser malheureusement par eux, mais c'est vrai que ce sont des immenses comédiens, et on peut le dire aussi, parce qu'on l'a évoqué via Bunker, mais un acteur comme John Voight, aussi était un grand acteur aussi de cet acabit-là à l'époque, c'est-à-dire qui savait aussi se transformer, disparaître derrière les personnages. Ronald Train, voilà, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, mais il est exceptionnel dedans. Voilà, encore une fois, sur cette question de l'humanité, sur la question de la bestialité, il y a cette phrase qui est incroyable et ça résume presque toute l'émission en fait sur Animal Factory. Euh, Vous êtes un animal, lui dit Rebecca de Mornay, et il répond pire que ça, je suis humain. Pas mieux, voilà, juste effectivement, il est incroyable dans ce film, mais la citation est parfaite. L'enquête est close, on referme le dossier et on vous conseille de placer Animal Factory de Steve Buscemi en garde à vue de toute urgence. Une fois de plus, un immense merci à toi Lionel d'avoir accepté le principe, et je dirais même plus de ne pas m'avoir planté avec une brosse à dents aiguisée comme un couteau. Donc je suis vraiment content, on y est arrivé, voilà. On a eu pas mal de problèmes techniques, mais on y est arrivé Lionel. Et encore une fois, c'est vraiment un grand plaisir que de converser ici avec toi. C'est toujours un régal que de t'entendre voilà, dans les podcasts, que de te lire sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter où tu es quand même très actif. Donc suivez-le, vraiment les gens suivez-le, Lionel, parce que non seulement on apprend toujours des tas de choses avec lui, mais en plus, et ça qui est génial avec lui, c'est qu'il se prend jamais au sérieux, ce qui est extrêmement agréable et surtout rafraîchissant au petit milieu cinéphile. Donc pour tout ça, Lionel, un grand merci à toi.
Bah, écoute, merci à toi, merci vraiment pour l'invitation, c'était absolument génial. J'ai pris un pied monstre. Merci pour ton émission et j'ai envie de dire que nous sommes la preuve que, que Twitter, souvent décrié avec raison, mais ça peut être aussi un endroit très sympa parce que moi j'y ai fait de belles rencontres, et notamment toi, voilà, et on est un petit groupe, on discute ciné régulièrement et sans se prendre au sérieux et ça fait du bien. Voilà, tout simplement. Donc merci pour ça. Et quant à nous, du coup, on se donne rendez-vous très vite pour évoquer un autre polar au cinéma. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube de l'émission par exemple, et surtout à la partager si cela vous a plu et à nous mettre le maximum d'étoiles sur les applications de podcast. Merci encore et à très vite dans Bien connu des services de police.